quartiers, elles ont un rôle important. Et en fait, elles ne sont pas épargnées. Et les pharmaciens ne sont pas épargnés. Et c'est ça qui est terrible, in fine, parce que tout le monde en pâtit. Et notamment les parents de ces agresseurs ou les grands-parents de ces agresseurs. Vous avez raison, en fait. C'est comme on est dans une société ultra violente où il y a de plus en plus de barbares, de déséquilibrés. Toutes les professions de première ligne sont touchées. Toutes les professions en contact avec un public fait face à l'ultra-violence et la barbarisation de la société. Alors qu'avant, vous pouviez avoir des altercations, vous pouviez avoir des altercations verbales, des désaccords. Ça pouvait arriver de s'insulter pour un rien. Là maintenant, tout de suite, on part plus sur une insulte uniquement ou des échanges verbaux qui sont musclés. On part sur des agressions. Quand vous prenez Enzo qui est décédé, il est décédé à cause d'un regard. Là, Ensuite, regarde. après, quelqu'un était armé d'un couteau. Donc tout de suite, vous amenez, pour régler un différend, un couteau à poignarder quelqu'un. De la même façon, Philippe, dans le Nord, à 72 ans, lorsqu'il a demandé à des jeunes d'éteindre la musique et de faire moins de bruit, et ben, il s'est fait agresser et battu à mort. C'est-à-dire que les actes sont beaucoup plus radicaux qu'avant. Alors qu'avant, vous pouvez faire un différend avec votre médecin, avec avec la pharmacie, votre pharmacien du coin, et ben, à l'époque, vous régliez votre différend verbalement, voire même jusqu'au plus loin, vous étiez incivilisé lorsque vous profaniez des insultes à cette personne-là. Là, maintenant, on part plus sur des insultes, on part directement sur des agressions physiques et verbales. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la culture d'irresponsabilité. C'est-à-dire que maintenant, vous êtes dans une situation où tous les actes n'entraînent aucune conséquence. C'est-à-dire que lorsque vous frappez quelqu'un, lorsque vous insultez quelqu'un, quelles sont les conséquences de vos actes? Les personnes qui ont agressé le médecin, le pharmacien en question, quelles conséquences ils vont avoir? Est-ce qu'ils vont être emprisonnés? Est-ce qu'ils vont être conduits à des travaux d'intérêt généraux? Est-ce qu'ils auront des sanctions? Est-ce qu'ils auront uniquement des rappels à la loi? Ou est-ce que le juge, parce qu'il y a trop de population carcérale, parce qu'il n'y a pas assez de moyens pour régler les problèmes de justice en France, va pas être obligé de relâcher ces personnes et malheureusement ces personnes vont être conduites en liberté. C'est-à-dire que la tolérance à la violence, à l'agression physique, à l'agression verbale a été augmentée. Là à l'époque on n'acceptait pas les agressions verbales, là maintenant on les accepte. Les agressions physiques sont acceptées et petit à petit vous créez un décalage sur ce qui est bien et ce qui est mal. Bon, c'est comme la feria d'Arles ou la feria de Nîmes. Et on en arrive à un tel fait divers, alors qu'un portrait robot a été diffusé pour tenter de retrouver les agresseurs. Et ce matin, au cours de Mini News, l'un de nos invités disait oui, c'est difficile parce qu'évidemment, tout le monde est habillé en blanc, en rouge, avec enfin, mais c'est avant tout la fête. Et malgré tout, c'est produit ce drame. Et on voit l'appel à témoins qui a été lancé par la police nationale des Pyrénées-Atlantiques. Effectivement, on pense à la famille de la victime, je crois qu'il s'appelait Patrice. Et malheureusement, je crois que la fête de Bayonne réunissait chaque année plus d'1 million de personnes. 1,3 million cette année. 1,3 million cette année et 1,2 million ou 1,4 million l'année précédente. Mais plus d'1 million de personnes à chaque fois. 1,2 million en 2022. Ouais. Et à chaque reprise, on voyait qu'il y avait très peu de ce qu'on appelle des faits divers, très peu d'incidents, etc. Mais maintenant, malheureusement... En 2022, il y avait eu 2 hommes de 25 et 19 ans qui avaient été mis en examen pour le viol d'une femme de 27 ans. Ouais. Voilà. Pensez à elle. Ce qu'on voit petit à petit, c'est que l'art de vie à la française est menacé par l'explosion de la délinquance et de la criminalité, malheureusement. C'est-à-dire que les choses qui devenaient anodines deviennent petit à petit des faits divers, deviennent petit à petit des faits de société. Malheureusement, on parle de Patrice qui est désormais décédé à Bayonne pour avoir demandé à des gens d'arrêter d'uriner. On a demandé, il s'est passé exactement la même chose avec Philippe qui est décédé dans le Nord à 72 ans, roué de coups par 3 jeunes mineurs. Enzo est décédé de la même manière. Donc petit à petit, est-ce qu'on parle de faits divers ou est-ce qu'on parle de faits de société à partir du moment où l'art de vie à la française est menacé par l'explosion de la délinquance et la criminalité? Le sujet qui est posé dans tous ces endroits, c'est que maintenant, l'ultraviolence gagne tous les territoires de la République. Amine en avait parlé tout à l'heure. Avant, l'ultraviolence se concentrait sur quelques territoires. On parlait notamment du 9-3 pour ne pas le caricaturer, mais de certains quartiers spécifiques autour des grandes métropoles. Désormais, tous les territoires sont touchés. Et la question qui est posée au pouvoir public, c'est quand est-ce que ça va se terminer? Est-ce qu'on va décider de se prendre des mesures pour pouvoir arrêter l'ultraviolence et l'explosion de la délinquance? Le sujet qui est posé, moi je pense que ce n'est pas une affaire d'immigration, c'est une affaire de société. C'est-à-dire comment on fait pour faire en sorte que notre tolérance à l'agression verbale, à l'agression physique, aux incivilités, soit au plus bas possible. Mais c'est l'éducation, ça, on le dit à chaque fois. Pas que, mais pas beaucoup que, aussi. Pas que, parce qu'on va prendre un exemple, je vais prendre 2 exemples précis. L'exemple de New York et l'exemple de Singapour. À New York et à Singapour, avant même d'avoir un renouvellement de génération, vous avez eu un arrêt de la délinquance et de la criminalité. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'a décidé de faire Giuliani? Il a décidé de reprendre en main le territoire de New York et faire en sorte que les quartiers dits difficiles du Bronx et de Harlem redeviennent des havres de paix.
Qu'est-ce qui s'est passé à Singapour? On n'a pas attendu 30 à 40 ans. Si c'était uniquement la question d'éducation, on devrait attendre un renouvellement des générations pour faire en sorte que les nouvelles personnes éduquées arriveraient à se comporter normalement. C'est-à-dire qu'en prenant des mesures fortes, en mettant en place ce qu'on appelle la tolérance zéro, à partir du moment où vous dites que chaque incivilité n'est pas tolérée, n'est pas acceptée sur ce territoire, et ben on fait en sorte que les comportements deviennent normaux et on arrive à se comporter davantage en société. Compréhension. William Tay. C'est pas totalement exact. Ah si, c'est exact. Aujourd'hui, quand vous êtes policier, vous exercez un métier à risque. Sur les refus d'obtempérer, les policiers disent souvent maintenant qu'ils ont le choix. Soit c'est la prison, soit c'est le cimetière, malheureusement. Parce que le nombre de refus d'obtempérer a explosé. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, on est entre 27 000 et 30 000 refus d'obtempérer par an, soit 50% de plus qu'il y a 10 ans. Et sur ces 30 000 refus d'obtempérer, selon les chiffres de la sécurité routière, vous en avez 5 247 en 2021 qui sont avec un risque de mort ou de blessures violentes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes policier, vous avez le choix. Soit vous tirez, soit vous vous écartez, vous refusez d'obtempérer, soit vous êtes écrasé par l'autre personne qui refuse d'obtempérer. Et c'est là où on a un véritable problème. C'est-à-dire que la loi française est défavorable aux policiers. C'est-à-dire qu'on protège... Mais vous expliquez, vous inquiétez Qu'est-ce qu'elle est défavorable? Ça veut dire qu'actuellement... Vous voulez mettre quoi de plus? Actuellement, on l'a vu sur l'affaire Naël, on l'a vu sur d'autres affaires. Lorsque vous êtes policier, techniquement, vous avez le droit d'utiliser votre arme. Oui. Or, en pratique, c'est beaucoup moins le cas. Parce que si vous utilisez votre arme, vous êtes suspendu de votre enquête le temps qu'il y ait une enquête. Ensuite, après, vous risquez de perdre votre travail. Lorsque vous êtes policier, que vous levez le matin et que vous assistez à un refus d'obtempérer et que vous laissez passer, vous pouvez avoir soit des problèmes avec votre juridiction, soit votre problème avec l'IGPN, soit un problème avec votre hiérarchie. Aujourd'hui, être policier est un métier à risque. Et je pense que sur les refus d'obtempérer, on est en plein en inversion des valeurs. C'est-à-dire qu'on pense davantage à la sécurité de la personne qui fait un refus d'obtempérer qu'à la sécurité du policier. Or, il n'est pas normal qu'en France, on pense davantage à celui qui refuse de respecter la loi que protéger ceux qui sont censés faire les appliquer, c'est-à-dire les policiers. Solution, c'est... William Tay. Ce qui se passe, c'est qu'à Paris, comme dans l'ensemble des grandes villes, l'art de vie à la française est menacé par l'explosion de la délinquance et de la criminalité. C'est-à-dire que maintenant, ce qui se passe, c'est que quand vous avez regardé les personnes, vous êtes obligé de modifier votre comportement pour faire face à l'explosion de la délinquance et de la criminalité. C'est-à-dire que quand vous prenez... par exemple, les jeunes filles ou les femmes sont obligées non pas de prendre les transports en commun pour rentrer chez elles sont obligées de prendre différentes voies d'accès, prendre davantage de taxis, prendre davantage de Uber. Ça concerne la ville de Paris, ça concerne les autres grandes villes comme Nantes, Marseille, Lyon et Lille également. Donc ce qui se passe dans cette grande ville, c'est que vous avez une certaine politique qui n'est pas appliquée. Vous avez une certaine politique qui dit on est là pour excuser davantage le délinquant ou le potentiel criminel que davantage les arrêter. Pourquoi est-ce que les polices municipales ne sont pas armées? Pourquoi est-ce que les polices municipales font davantage office de récolteurs d'impôts pour infractionner, pour contraventionner les gens, plutôt que d'assurer la sécurité? Pourquoi est-ce que dans cette ville, on refuse de pratiquer des politiques qui ont été appliquées dans toutes les grandes villes, comme à New York, comme à Singapour? La question qui se pose, c'est que la sécurité est la première des libertés, et il est hors de question que dans une grande démocratie libérale, la liberté de chacun et de chacune ne soit pas assurée par peur de la criminalité, par peur de la délinquance, par peur d'être violé, par peur d'être volé dans une des plus grandes villes du monde à 1 an des JO. C'est l'image de la France qui se joue, c'est notre image comme démocratie libérale qui se joue, comme grand pays, et je pense qu'il faut mettre le paquet dessus. Georges Parastatis, le mot de la fin sur le sujet, William Tay. Quand vous regardez la politique menée dans les grandes villes, à Paris, à Lyon, à Marseille, à Bordeaux, à Lille, à Nantes, vous voyez qu'il y a une similarité. C'est-à-dire que certains quartiers, au sein même de ces grandes villes, deviennent des quartiers de non-droit. Tout simplement parce que ces municipalités ont refusé de faire de la sécurité un axe principal de leur politique. Anne Hidalgo avait dit en 2016 qu'il ne fallait pas de police municipale parce que ça coûtait trop cher. Mais à quoi elle a dépensé son argent? Pourquoi est-ce que les dépenses publiques de la ville de Paris ont explosé? Pourquoi est-ce que la dette a explosé? Vous n'avez pas d'infrastructure qui est nouvelle, vous n'avez pas de service public de qualité, et elle est en incapacité d'assurer la sécurité dans une grande ville comme Paris. Est-ce qu'on peut accepter longtemps que Paris ne soit le contraire d'Émilie Paris et soit plutôt le piège à étrangers? Quand vous avez des étrangers, des personnes, des touristes qui viennent et qui font des vidéos qui deviennent virales, qui montrent qu'on peut se faire agresser, on peut se faire voler son téléphone dans les taxis, on peut se faire piquer ses courses, ça devient inacceptable parce que c'est l'image de notre capitale et ça rejaillit sur toute la France. Donc ce que fait Anne Hidalgo à Paris rejaillit sur toute la France, auquel les gens pensent que Paris devient exactement l'exemple de toute la France, malheureusement. L'autre point que je vois sur la question de la sécurité, c'est est-ce que par cas, vous pouvez résoudre la sécurité alors qu'on refuse dans ces grandes villes de mettre le paquet sur la police municipale et sur l'armement? Est-ce que vous pouvez combattre la criminalité en mettant, comme l'appelle le maire de Lyon, des toilettes non genrées ou au lieu de mettre des caméras de vidéosurveillance? Est-ce qu'on peut résoudre la criminalité en mettant en place des arts qui sont sacrément douteux plutôt que de faire davantage de la politique de sécurité, de proximité qui permettent d'assurer la protection de nos concitoyens?
Et vous savez quoi? Vous allez nous quitter. Pas le point avec Patrick Auger, mais je ne sais pas si s'il y a eu un grand nombre de noyades chez vous, mais du côté du littoral aquitain, ça a été le cas. Mais d'abord, William Tay. Alors déjà, bravo pour celui qui a réalisé l'affiche. C'est une très belle opération communication. Je pense qu'il mériterait d'avoir des appels. En tout cas, et bon, je pense que la ville de Bas-sur-Mer voudra le garder, mais je pense qu'il recevra d'autres propositions. Ça a un double mérite. D'une part, de faire parler du métier de maître nageur, et en plus, de mettre l'accent sur cette ville. Et je pense que c'est pour ça que c'est une double utilité, une double efficacité. Pourquoi est-ce qu'on doit faire parler de la profession de maître nageur? Il manque 4 à 5 000 maîtres nageurs par an. Or, le nombre de noyades a augmenté chaque année. Selon le syndicat de profession des maîtres nageurs, on pourrait arriver sur 4000 noyades par an, dans la mesure où, avec le réchauffement climatique, de plus en plus de gens veulent aller près de la mer. Or, si vous avez de moins en moins de maîtres nageurs, vous avez de plus en plus de personnes qui vont près de la mer, vous avez un risque de noyade qui est beaucoup plus important. Actuellement, c'est 2000, et selon le syndicat, on peut aller jusqu'à 4000 en 2025. Ce serait un véritable drame. Pourquoi est-ce qu'on a un problème de recrutement auprès des maîtres nageurs? D'abord, il y a un problème de salaire. Ils sont payés entre 1600 et 1800 D'ailleurs, on n'a pas posé la question à Patrick Auger. Il va nous répondre. Il y a un problème de salaire. C'est payé entre 1600 et 1800 euros. Or, maintenant, depuis la crise sanitaire, les métiers dits de tension et de première ligne doivent être revalorisés dans la mesure où il y a de moins en moins de personnes qui veulent l'exercer. C'est le premier élément. Le deuxième point, c'est qu'il y a un risque juridique. C'est-à-dire que si par cas vous avez un problème de maître nageur, je crois que vous êtes en partie responsable. Et donc, du coup, ça attire beaucoup moins les personnes si vous avez un très faible salaire et beaucoup plus de responsabilités. L'autre point qui est posé, c'est que les formations ne sont pas payées par l'État, mais les personnes doivent payer de leur poche. Or, elles sont très onéreuses. Et donc, si vous cumulez responsabilité, faible attractivité à l'embauche, vous avez beaucoup de personnes qui veulent moins exercer. Et je pense que cette affiche permet de ressusciter des vocations parce qu'il y a une question de quête de sens dans la faible attractivité des emplois publics ou des emplois parapublics. C'est le premier élément. L'autre point, c'est qu'il faudra réfléchir en globalité sur est-ce qu'avec les faibles salaires, on n'offre pas des logements sociaux ou d'autres conditions matérielles pour adoucir ces faibles salaires, pour soutenir les travailleurs de première ligne. On a vu leur importance pendant le Covid. Est-ce qu'il ne faudrait pas les soutenir, notamment les maîtres nageurs qui sont indispensables à notre nouvelle vocation de partir près de la mer, surtout quand il fait chaud? Je pense que c'est un point qui a à soulever. Patrick Auger, ça va être compliqué. On voit le tweet d'Éric Ciotti. Du côté des LR, ça ne va pas être simple. Ça ne va pas être simple et Emmanuel Macron et son gouvernement se sont mis dans l'impasse. Pourquoi ils se sont mis dans l'impasse? Parce qu'à l'entendre Emmanuel Macron, on croirait dire qu'en fait, son texte est bon, et en fait, ce sont les obstructions parlementaires, le Parlement, qui n'a pas compris. Mais en l'occurrence, Emmanuel Macron, il ne gouverne pas contre le Parlement, il gouverne avec le 49.3 contre les Français. Parce que 70% des Français veulent qu'on limite les flux migratoires. On peut être pour ou contre, dire que c'est pas bien, mais 70% des Français veulent qu'on limite les flux migratoires. Sondage CSA pour CNews d'ailleurs. Sondage CSA pour CNews. Donc en l'occurrence, Emmanuel Macron, si par cas il utilise la voie du référendum, ce sera très clair. Il y aura 65 à 75% des Français qui diront nous voulons limiter les flux migratoires. Donc quand Emmanuel Macron dit qu'il veut travailler avec des oppositions responsables, c'est pas ça la vérité. La vérité, c'est qu'en fait, il veut travailler avec sa propre majorité. Il pense que son texte est bon. Or, son texte est en complet décalage avec l'envie des Français qui veulent davantage de fermeté, d'ordre et de contrôle des flux migratoires. Ils veulent reprendre le contrôle des flux migratoires. Ils veulent davantage qu'on choisisse l'immigration, qu'on la subisse. Et Emmanuel Macron n'en veut pas. Et c'est pour ça que vraisemblablement, son texte sera renversé. Et s'il utilise le 49.3, son gouvernement aussi. William Tay. Le point, c'est que si vous prenez la procédure parlementaire et les alliés qu'il a, les débats, ça ne va pas être très constructif. Ça risque d'être compliqué. Il n'y a pas de sortie possible. Il n'y a pas de sortie possible parce qu'il ne peut pas faire une alliance avec la NUPES. C'est impossible. De toute façon, toute la NUPES le déteste dessus. Il ne peut pas faire d'alliance avec le RN parce qu'il a exclu automatiquement de faire une alliance avec le Rassemblement national. Donc il ne reste plus qu'un accord avec les Républicains. Et là, les Républicains, ça a l'air mal parti. Il dit dans son entretien au Figaro que, 1, il ne reprend pas les propositions des Républicains, et 2, il garde sa proposition de régulariser les travailleurs clandestins. Donc ce sont des lignes rouges pour Ciotti et pour son parti. La question essentielle, c'est à partir de là, comment il fait pour pouvoir passer? Il n'y a pas de solution possible. Parce que si les Républicains dépose une motion de censure avec un 49.3, son gouvernement est renversé. Et il le sait très bien. Donc il ne lui reste plus qu'une issue, soit c'est de reporter le texte, ce qui fait depuis 1 an, parce que ça fait 1 an qu'on en parle de cette loi immigration et il n'est jamais arrivé, soit l'autre possibilité qu'il a, c'est de faire le référendum et de dire les Français veulent un référendum sur l'immigration, qu'on laisse faire les Français, et de toute façon les Français vont légiférer dessus, et Macron dira moi mon texte n'était pas celui-là, mais les Français veulent ça, tant pis, on accepte le texte des Français, point.